Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième webconférence de la filière FAI2R. Je suis Caroline Galeotti, je suis pédiatre dans le centre de référence des maladies auto-inflammatoires de Bicêtre et également dans le service de rhumatologie pédiatrique à Bicêtre. Nous sommes désolés que cette conférence n'ait pas pu être retransmise le 5 juin. Mais nous avons eu un problème de réseau. Donc ce jour, nous enregistrons cette conférence qui va être ensuite accessible sur le site de la filière FAI2R. Le thème de cette conférence est donc le déficit en mévalonate kinase. Et pour vous illustrer cette pathologie, je vous présente le cas d'un patient que nous suivons à Bicêtre depuis plusieurs mois. Donc il s'agit d'Henri qui a 3 ans, qui est d'origine caucasienne, qui a une petite sœur en bonne santé. Henri est né à terme et dès la naissance, il a présenté une infection materno-fétale à Escherichia coli qui a nécessité une hospitalisation de 10 jours. Et on peut se demander si cette infection n'était pas liée déjà à son déficit en mévalonate kinase. À 5 mois, il a eu un abcès de la marge anale et un kyste axillaire. Et à 9 mois, il a été hospitalisé pour une gastro-entérite aiguë sévère avec nombreuses selles liquides. Il avait un gros syndrome inflammatoire avec une CRP à 150 et 30 500 globules blancs. Et par la suite, il a été de nombreuses fois hospitalisé, toujours pour des épisodes infectieux. Et il a également fait des otites à répétition. Et il présentait des épisodes de fièvre récurrente, environ 1 à 2 par mois. À l'examen clinique, il pèse 15 kg 200, il mesure 102 cm, il a un IMC à 14,6. Donc ça, c'est lorsqu'on le voit en consultation à Bicêtre. Il a des adénopathies cervicales multiples infracentimétriques et un débord hépatique. Il marche à petits pas, monte les marches une à une. Et également à l'examen, on a des amygdales volumineuses et obstructives. Dans les autres éléments cliniques, donc il a une fièvre qui peut être très élevée, qui va durer 4 jours. Et lors de ces épisodes de fièvre, il a une sensation de malaise général qui peut durer 1 semaine, avec également des douleurs diffuses, des myalgies et des arthralgies. Il a également des douleurs abdominales intenses, un abdomen ballonné et des adénopathies cervicales. En revanche, il n'a pas eu d'éruption cutanée, pas d'aphte et pas de vomissement. Des diarrhées de façon intermittente et une fois il a eu un épisode de diarrhée glérosanglante. Au niveau des examens complémentaires, lorsqu'il a été prélevé lors d'un épisode de fièvre, il avait des globules blancs à 24 330 avec 18 880 PNN, une hémoglobine à 9,8 grammes par décilitre avec un VGM à 74 et 600 000 plaquettes. Donc on voit un syndrome inflammatoire important. Il avait un bilan rénal normal, un taux d'IgD qui n'était pas élevé, une protéine SA qui, elle, est très élevée à 796 mg par litre et une CRP supérieure à 300 mg par litre. Et puis toujours en 1984, le docteur Van der Meer a décrit 6 patients qui avaient des épisodes de fièvre récurrentes avec des taux d'IgD élevés et donc il a appelé ça le syndrome hyper-IgD. Donc cliniquement, ces patients ont un phénotype auto-inflammatoire typique avec des poussées fébriles de 3 à 6 jours, toutes les 2 à 8 semaines, accompagnées de frissons. Ils peuvent avoir un malaise, des douleurs abdominales, des diarrhées, vomissements, également des myalgies, des arthralgies, des arthrites, des adénopathies cervicales, une hépatosplénomégalie, également une éruption cutanée que l'on va voir qui peut être polymorphe, des aphtes buccaux, une pharyngite, des céphalées. On ne retrouve pas toujours de trigger à ces épisodes inflammatoires, mais lorsqu'ils sont présents, donc on retrouve des infections, vaccinations. Le début en général des symptômes a lieu avant l'âge d'1 an, dans 75% des cas, et avant 3 ans dans 90% des cas. Et là, vous voyez cette courbe thermique qui est typique du syndrome hyper-IgD.
Donc ici, vous avez l'éruption cutanée du déficit en mévalonate kinase qui est présentée avec différentes photos, donc qui montrent bien qu'elles sont polymorphes, avec des éruptions qui peuvent être plutôt purpuriques, d'autres plutôt maculopapuleuses. On voit ici un patient qui a eu une réaction comme dans un test de Patergy, c'était lors d'une injection en fait en intradermo d'un produit, et donc on voit qu'il a fait une réaction inflammatoire très importante. Et puis également sur cette photo, on voit un érythème noueux. Donc le spectre clinique en fait du déficit en mévalonate kinase est continu. À l'extrémité de ce spectre, on trouve le syndrome hyper-IgD où le patient a un déficit partiel en mévalonate kinase, et à cette extrémité, il va avoir des signes plus modérés de la maladie, avec des crises fébriles qui sont récurrentes. Au milieu du spectre, on va avoir des patients qui ont toujours ces crises fébriles récurrentes, avec associé à ça des troubles neurologiques et ophtalmologiques variés. Et donc à l'autre extrémité du spectre, il s'agit de l'acidurie mévalonique. Donc il s'agit du phénotype le plus sévère chez des patients qui ont un déficit complet en mévalonate kinase, et donc qui vont présenter un retard mental, une ataxie cérébelleuse, une cataracte, une dystrophie rétinienne. Ils vont avoir également une dysmorphie faciale que l'on va voir par la suite, un retard de croissance staturale, des adénopathies, une hépatosplénomégalie, également des cholestases, des entérites ont été décrites, également une amylose, et puis ils peuvent avoir des glomérulonéphrite polyimmunes. Donc là, vous voyez un enfant qui a une acidurie mévalonique avec un visage triangulaire et également des bosses frontales proéminentes. Sur cette image d'IRM, également, on peut voir une atrophie du cervelet. Alors, je vous présente un patient qui a été longtemps suivi par le professeur Conepo. Donc, c'est un patient qui, à l'âge de 2 ans, on voit sur la photo, est présenté à un retard de croissance à moins 3 DS, une hépatosplénomégalie, des fièvres qui en plus, il avait la fièvre à chaque épisode de vaccination, des vomissements, il avait également présenté une arthrite du genou, et puis il avait des rash urticariens lors de ces épisodes de fièvre. Sur la photo, on le voit après, à l'âge de 12 ans, ce patient a présenté une cataracte bilatérale, avait toujours des épisodes récurrents de fièvre, avec lymphadénopathie, vertige, céphalée. Également, il a eu un épisode de péritonite. Comme traitement, la colchicine était inefficace et les anti-inflammatoires le soulageaient très partiellement. Par la suite, il a présenté une insuffisance rénale terminale sur une glomérulonéphrite polyimmune. Il a bénéficié d'une transplantation rénale, et finalement le diagnostic de déficit en mévalonate kinase a été fait à l'âge de 13 ans, et ensuite il a bénéficié d'un traitement par anakinra qui a été assez efficace sur en tout cas la diminution du nombre d'épisodes de fièvre. Alors voici un adulte qui est suivi par le professeur Miceli en rhumatologie à Bicêtre. Donc c'est pour vous illustrer l'ataxie cérébelleuse. Alors vous voyez un patient donc, qui a un peu une démarche ébrieuse avec un élargissement du polygone de sustentation. Voilà, on le voit bien sur ce film. Donc, est-ce qu'il existe des signes biologiques spécifiques pour cette pathologie? Oui, il s'agit de l'acidurie mévalonique qui va être élevée pendant les crises dans le cas d'un syndrome hyper-IgD, ou en permanence dans l'acidurie mévalonique. On va revoir un peu plus tard pourquoi.
Également, on peut doser l'activité de la mévalonate kinase sur des lymphocytes frais ou en culture ou sur des fibroblastes par rapport à un contrôle sain. Cette activité va être partiellement diminuée en cas d'HIDS, donc dans 1 à 10% des cas. Qui va être à 1 à 10% en fait dans les HIDS, et elle sera effondrée, cette activité, inférieure à 0,3% dans l'acidurie mévalonique. Il existe également des signes qui sont non spécifiques, donc par exemple le taux d'hyper-IgD qui va être supérieur à 100, mais ce taux en fait n'est pas toujours élevé dans le déficit en mévalonate kinase. Et également, il peut être élevé dans d'autres fièvres récurrentes, comme par exemple dans la fièvre méditerranéenne familiale. Donc il s'agit d'un signe qui n'est pas finalement très spécifique. On peut avoir une association à également un taux élevé d'IgA. Et puis, bien sûr, durant les attaques dans l'HIDS ou en permanence dans l'acidurie mévalonique, on va avoir une élévation, par exemple, de la CRP et puis une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Donc, lorsqu'on a une orientation clinique, on va être orienté déjà par la clinique, on va pouvoir s'orienter vers un déficit partiel ou complet. On peut avoir cette élévation des IgD sériques. L'acidurie mévalonique va être très, très informative et l'activité mévalonate kinase va être basse ou effondrée, en sachant que cette activité mévalonate kinase n'est pas très facile à doser, qu'actuellement elle n'est plus dosée en France et que ça se fait en Allemagne. Donc on ne la demande pas de façon systématique. Lorsqu'on a une acidurie mévalonique élevée, on va aller rapidement à la génétique et on recherche donc des mutations dans le gène de la mévalonate kinase. Mais finalement, on sait que chez 20% des patients à peu près, on ne retrouve pas de mutation. Alors, les mutations, on en connaît actuellement 148 qui ont été répertoriées. Il s'agit en général de mutations faux sens et qui vont entraîner une perte de fonction du gène qui code pour la mévalonate kinase. Alors, qu'en est-il de la physiopathologie? La mévalonate kinase va intervenir dans la biosynthèse du cholestérol. Et donc, quand on a un déficit en mévalonate kinase, on va avoir une accumulation en acide mévalonique et un déficit en isoprénoïdes, et donc un déficit en géranyle pyrophosphate qui va effectuer une géranylation. Donc on aura un déficit en protéines géranylées et également un déficit en protéines farnésylées. Donc on sait que l'acide mévalonique va être ensuite toxique sur le rein, sur l'œil, sur le système nerveux central. Alors, je vous ai dit que l'activité de la mévalonate kinase l'activité de la mévalonate kinase va être en fait dépendante de la température. Cela a été observé chez des patients qui avaient un déficit en mévalonate kinase, surtout en fait un HIDS. En effet, lors des épisodes de fièvre, on aura une diminution de l'activité de la mévalonate kinase. Donc, ce sont lors de ces épisodes de fièvre qu'on aura une accumulation d'acide mévalonique et donc une excrétion plus importante d'acidurie mévalonique. Donc, c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on demande l'acidurie mévalonique, de le doser le deuxième jour de la fièvre, sur les premières urines du matin, parce que lorsqu'il y a un déficit en mévalonate kinase partiel, si on dose l'acidurie mévalonique, c'est possible que le taux soit normal en dehors des épisodes de fièvre.
Alors, est-ce qu'on peut incriminer l'interleukine 1 bêta dans les déficits en mévalonate kinase? Oui, puisqu'il y a eu des études, notamment par Jousse Frankel, qui ont été faites sur des cellules de patients qui avaient des HIDS. Donc, ils ont pris des cellules mononucléées qui étaient stimulées. Ils les ont comparées à des cellules mononucléées du sang, également de donneurs sains. Ces cellules étaient également stimulées. Et donc, ils ont mesuré le taux d'interleukine 1 bêta qui était plus élevé chez les patients qui avaient un HIDS. Alors, il s'est ensuite demandé quelle était la cause de cette hypersécrétion d'interleukine 1 bêta. Est-ce que finalement la cause était l'accumulation d'acide mévalonique ou alors le défaut de prénylation des protéines et donc le déficit en isoprénoïdes? Et finalement, donc il a traité toujours des cellules avec une statine. Donc dans ce cas-là, on avait une diminution de ces isoprénoïdes et on avait comme conséquence une hypersécrétion d'interleukine 1 bêta. Et finalement, en apportant un traitement par farnesol, il restaurait la sécrétion d'isoprénoïdes et ceci avait pour conséquence finalement une diminution d'interleukine 1 bêta. Donc on voit que la cause en fait de cette sécrétion est donc plutôt liée au déficit en isoprénoïdes et au défaut de prénylation des protéines. Donc en 2015, l'équipe d'Anna Simon a publié une revue en fait très intéressante sur le déficit en mévalonate kinase et notamment sur la physiopathologie du déficit en mévalonate kinase. Donc bien sûr a rappelé le rôle en fait de l'interleukine 1 dans cette pathologie. Également, ceci avait pu être déduit du fait que les patients qui ont été traités par anti-L1, donc par l'anakinra et par le canakinumab, ont eu une nette amélioration de la symptomatologie. Et donc, elle faisait le lien entre le déficit mévalonique et l'inflammation. Donc, comme je vous ai dit, en fait, du déficit en mévalonate kinase, on a un défaut de prénylation par les farnésyl pyrophosphate et par les géranyl pyrophosphate. Ce qui va avoir pour conséquence donc un défaut de prénylation de la protéine ROA. Et le défaut de prénylation de cette protéine ROA va aboutir à finalement une augmentation de l'activité de cette voie de signalisation RAC1, PI3 kinase et PKB. Avec pour conséquence une hypersécrétion d'interleukine 1 bêta, mais qui est indépendante de l'inflammasome, du NLRP3 et de la caspase 1. Également, il a été montré chez des patients qui ont un MKD, une augmentation du programme de mort cellulaire induit par les caspases 3 et 9. Et surtout, il a été montré en fait chez des patients qui ont un MKD qu'ils avaient des mitochondries instables. Et cette instabilité faisait que ces mitochondries n'étaient pas dégradées par autophagie. Donc, elles n'étaient pas éliminées. Donc, il y avait une accumulation de DNA mitochondrial qui ensuite se fixait à NLRP3 et qui aboutissait donc à l'activation de la caspase 1 et donc à la sécrétion d'interleukine 1 bêta. Donc, on voit que finalement, il y a deux voies possibles pour la sécrétion excessive d'interleukine 1 bêta dans cette pathologie. Une qui est dépendante de NLRP3 et une autre indépendante. Mais également, on s'est rendu compte que l'interleukine 1 bêta n'était pas la seule cytokine qui est élevée dans cette pathologie, puisque il y a eu une étude qui montrait que des cellules mononucléées de patients qui ont un MKD qui sont stimulées via le TLR2 et le TLR4 avaient une sécrétion de TNF également d'interleukine 1 alpha et également d'interleukine 6, et ceci comparé à des cellules mononucléées de donneurs sains.
Également, ils ont mis en évidence que l'incubation de ces cellules avec de l'anakinra normalisait le taux de ces cytokines. Donc voilà pour la physiopathologie du déficit en mévalonate kinase. Alors il y a différentes présentations cliniques associées à ce gène de la mévalonate kinase. Donc on peut être en présence d'une maladie auto-inflammatoire typique. Et puis également on peut avoir des manifestations inflammatoires à type de colite, d'hépatite néonatale également qui ont été décrites, et puis des syndromes d'activation macrophagique. Et puis également, il a été vu en fait chez des patients qui avaient une porokératose actinique disséminée, chez qui en fait ces patients ont eu un séquençage de leur exome, et chez ces patients on a mis en évidence des mutations au niveau du gène de la mévalonate kinase. Et ces patients n'avaient pas d'inflammation systémique. Alors le pronostic dans cette pathologie est variable en fait, en fonction de la forme de MKD. On a quand même l'impression que on a une tendance quand même à la diminution du nombre et de la durée des crises à l'âge adulte, avec parfois une alcalmie qui est observée pendant quelques années. Donc le pronostic est variable en fonction de la forme. Donc effectivement, il existe des formes graves qui peuvent être rapidement létales dans l'acidurie mévalonique, avec une défaillance multiviscérale. Et puis il y a des formes peu sévères également dans l'acidurie mévalonique, avec quand même ce défaut de décroissance naturelle, une atrophie cérébelleuse, plus ou moins une myopathie. Voilà, avec également quand même des lésions ophtalmologiques. Dans l'HIDS, on a certaines formes qui peuvent être quand même assez graves, avec une atteinte neurologique, et puis des formes plus bénignes. Les traitements. Donc les traitements comme donc les AINS, la colchicine, la thalidomide ne sont pas efficaces pour prévenir les crises. Les AINS peuvent être donnés en cas de crise. Également, les corticoïdes peuvent être donnés en cure courte, en cas de crise, avec une efficacité qui est en général plutôt partielle. Les antioxydants, les statines ne sont pas efficaces, donc ils ne sont pas retenus comme des traitements du déficit en mévalonate kinase. Donc vraiment les traitements les plus efficaces sont maintenant les biothérapies, avec les anti-TNF, mais peu de cas ont été rapportés. Et chez les cas qui ont été rapportés, on observait plutôt une efficacité partielle. Les anti-L, donc qui sont vraiment très prometteurs. Donc l'anakinra, qui peut être donné en continu, il va permettre de réduire la fréquence et la sévérité des crises. Également, il y a eu une étude de patients qui ont été traités par anakinra, mais cette fois-ci à la demande. Donc cela peut être indiqué chez des patients qui ne présentent pas d'inflammation en dehors des épisodes de crise. Et puis le canakinumab, donc lui qui est un anticorps qui va se lier contre l'interleukine 1 bêta spécifiquement, qui va être administré toutes les 4 à 8 semaines. On a l'impression qu'il est plus efficace que l'anakinra. Je vous montrerai l'étude que nous avons réalisée à Bicêtre. Et puis actuellement, donc pour évaluer ces nouvelles quand même biothérapies, il y a une étude internationale randomisée donc qui permet cette étude d'une modification des doses en fonction de la symptomatologie de l'enfant. Et donc cette étude est en cours avec le canakinumab, avec des doses qui vont de 2 à 4 mg kg. Il y a eu quelques cas rapportés de patients traités par anti-L6 et il y avait une efficacité partielle à ce traitement.
Donc pour vous illustrer le traitement par anakinra, donc l'anakinra qui est une forme recombinante de l'antagoniste du récepteur de l'interleukine 1. Donc ce traitement, voilà, qui a été donné chez des patients en fait à la demande, on voit que chez ces patients, on a pu constater une diminution rapide de la température chez ces patients. Et puis également, grâce à un score clinique, on voit que ces patients avaient une symptomatologie beaucoup moins marquée suite à ce traitement. Nous avons réalisé une étude à Bicêtre. Nous avons répertorié en fait 11 patients qui avaient un déficit en mévalonate kinase. 10 d'entre eux ont été traités par anti-L1 en continu et un patient a été traité par anti-L1, donc par anakinra en discontinu. Sur ces patients, en fait, il y en avait 6 qui ont été traités par canakinumab et 4 d'entre eux avaient déjà reçu un traitement par anakinra. Et on a pu constater, comme vous voyez sur le graphique, que le canakinumab avait permis d'améliorer encore plus le score clinique qu'avec le traitement par anakinra. Également, au niveau de la durée de la fièvre, on voit une diminution grâce à l'anakinra et également grâce au canakinumab. Et puis, on voit également une nette diminution de la CRP grâce à ces deux traitements. Donc, on avait l'impression, surtout au niveau clinique, qu'il y avait quand même une amélioration, on va dire une efficacité peut-être supérieure du canakinumab, mais en sachant qu'on rapportait que 6 patients qui avaient été traités par canakinumab. Alors, dans les perspectives, donc on peut penser qu'on pourra manipuler la voie de biosynthèse des isoprénoïdes. Donc, on connaît des médicaments qui agissent sur cette voie de synthèse des isoprénoïdes et ils vont être utilisés plutôt en cancéro actuellement. En tout cas, il n'y a pas d'essai clinique actuel dans le déficit en mévalonate kinase. Alors, ce qui a été étonnant, c'est qu'il y a un patient qui a un déficit en mévalonate kinase qui par biphosphonates. Donc les biphosphonates, on a vu, vont interagir dans cette biosynthèse finalement dans cette cascade en fait, dans cette synthèse des isoprénoïdes. Et normalement, les biphosphonates ont pour conséquence une diminution de ces isoprénoïdes. Et ce patient donc qui était traité pour une ostéoporose avec des fractures, finalement a été très nettement amélioré par ces biphosphonates. Donc, ce qui était quand même assez étonnant, même il est à noter qu'à l'arrêt de ce traitement, le patient a eu de nouveau une récidive des crises et qu'il a de nouveau été mis par biphosphonate et qu'il a de nouveau été amélioré. Donc, les auteurs suggéraient un effet anti-inflammatoire associé à divers mécanismes pour expliquer l'efficacité de ces biphosphonates. C'est vrai qu'on était très étonnés. Il y a eu plusieurs cas rapportés de greffe de moelle osseuse dans le déficit en mévalonate kinase. Et dans les cas rapportés, on a constaté qu'il y avait une certaine efficacité quand même sur les manifestations inflammatoires et sur également certaines atteintes neurologiques. Alors, lorsqu'on parle du déficit en mévalonate kinase, c'est vrai que c'est difficile de ne pas parler également du principal d'un diagnostic différentiel qui est le FAPA, ou syndrome de Marshall, qui est une pathologie quand même beaucoup plus fréquente que le déficit en mévalonate kinase, et donc qui va associer plusieurs signes, donc la fièvre récurrente, qui va durer
à peu près pareil que dans le déficit en mévalonate kinase qui va durer 4 à 5 jours, avec également dans les signes associés une stomatite afteuse, des adénopathies cervicales, une pharyngite. Également, il faut avoir la présence de marqueurs d'inflammation pendant les accès. Pour faire ce diagnostic, il faut avoir exclu une neutropénie cyclique. Il faut que l'enfant soit totalement asymptomatique en dehors des accès et qu'il ait un développement psychomoteur et une croissance normale. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de signes en commun dans cette pathologie. Donc on est amené quand même très fréquemment, lorsqu'on suspecte un FAPA, à quand même réaliser le dosage de l'acidurie mévalonique pour être sûr de ne pas passer à côté d'un déficit en mévalonate kinase. Donc là, voici des photos d'AFT chez cet enfant qui a un FAPA. Alors donc, en résumé, quand faut-il envisager un déficit en mévalonate kinase? Donc lorsque les signes ont débuté avant l'âge d'1 an, lorsque la fièvre dure 3 à 5 jours, également lorsqu'il y a des signes digestifs qui sont marqués à type de vomissement, de diarrhée, un ballonnement, une hépatosplénomégalie, devant des adénopathies cervicales. Également, chez ces enfants, on a constaté, comme on a vu avec le petit Henri, une tendance aux infections bactériennes, notamment aux infections à pneumocoque. Et puis également, ces enfants en général réagissent au vaccin avec en général une poussée de fièvre qui est déclenchée. Donc pour confirmer le diagnostic, on va dans un premier temps faire le dosage de l'acidurie mévalonique au moment d'un épisode de fièvre. Le deuxième jour de la fièvre, avec les premières urines du matin, que l'on va mettre dans un pot à ECBU, et puis également donc si on ne peut pas être au laboratoire dans les 12 heures, donc il faut congeler les urines, les transmettre au laboratoire, qui eux vont s'occuper de l'envoi. Et donc, en cas d'acidurie mévalonique élevée, on va effectuer des recherches de mutation dans le gène de la mévalonate kinase. Dans le suivi de la maladie, donc nous on propose plusieurs scores. Donc il y a le score ED qui est un score clinique avec différents signes associés et qui va permettre d'évaluer en fait, de suivre ces patients avec un score précis. Il y a également une application iPhone qui s'appelle Memorize que les patients peuvent remplir régulièrement parce qu'ils ont l'application et ils peuvent même le transmettre en fait à leur médecin. Également dans le suivi, un paramètre important, c'est l'inflammation, donc la CRP. Et puis, de temps en temps, également, on peut effectuer le dosage de la protéine SAA qui va être un peu plus sensible. Alors, pour les patients qui ont un phénotype plus sévère, donc il faudra suivre l'anémie, également faire une évaluation ophtalmologique, et pour les formes les plus sévères et symptomatiques, une évaluation musculaire, neurologique, cognitive, également une évaluation rénale et hépatique. Voilà. Et donc, bien sûr, toujours avoir en tête que ces patients sont plus à risque d'infectieux, notamment d'infections qui peuvent être sévères, et puis également ils sont plus à risque ils sont à risque de faire des syndromes d'activation macrophagique. Alors, pour les traitements, donc pour les phénotypes peu sévères, on propose des traitements par AINS ou corticoïdes en début de crise. Et lorsque les patients sont corticodépendants ou qu'ils présentent un syndrome inflammatoire persistant en dehors des épisodes de crise, donc là on va proposer des traitements par anti-élan. Donc plutôt en continu pour ceux qui sont inflammatoires en dehors des épisodes de crise. Et avant l'anti-L1, bien sûr, il faut mettre les vaccinations à jour, et notamment les vaccins contre le pneumocoque. Sous anti-L1, il faut, comme surveillance, surveiller le bilan biologique, la neutropénie, le bilan hépatique, le cholestérol et la glycéridémie.
Alors, à Bicêtre, nous avons, en collaboration avec plusieurs centres de référence et des centres de compétences, que ce soit enfants ou adultes, des maladies inflammatoires. Nous avons rédigé le PNDS du déficit en mévalonate kinase et donc celui-ci vient d'être envoyé à l'HAS. Également, il y a les recommandations chères qui vont bientôt sortir. Donc ces recommandations chères ont été élaborées par un groupe d'experts au niveau européen. Et donc, il y avait plusieurs recommandations donc sur les maladies auto-inflammatoires et notamment sur le déficit en mévalonate kinase. Donc, il y avait des recommandations par rapport au diagnostic, donc toujours en rappelant quand même que le dosage d'IGD n'est pas un examen spécifique. Il y avait également des recommandations par rapport au traitement. Donc, on conseillait de traiter des patients en crise par anti-inflammatoire et corticoïdes. Et puis également, il était question des biothérapies. Donc, ce qui était conseillé chez des patients sévères, de les traiter donc par biothérapie, soit par anti-L1, soit par anti-TNF, en sachant que lorsqu'un est inefficace, on peut switcher avec un anti-TNF, et si l'anti-TNF est inefficace, on switch et on va traiter le patient par anti-L1. Voilà. Le premier traitement proposé était les anti-IL1. Alors, nous vous invitons également au colloque des maladies auto-inflammatoires pratiques pour les francophones, qui aura lieu le vendredi 16 et le samedi 17 octobre à 2015. Ce colloque est organisé par le centre de référence des maladies auto-inflammatoires. Les inscriptions sont ouvertes. Il s'agit d'un colloque très interactif. Et si vous vous inscrivez dès maintenant, vous pouvez poser déjà des questions aux experts et également proposer un cas clinique qui vous a posé problème.